au plus près des militants. Ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, je m'enorgueillis d'avoir plus de 1500 signataires, bientôt 2000, de gens sur toute la France qui ont envie de tourner la page avec moi. Alors vous avez vu ce qu'avait dit Delphine Batho de cet exercice en disant que le Parti Socialiste était devenu une mafia, une petite mafia politique. Qu'est-ce que vous lui répondez à Delphine Batho, qui a un temps à imaginer pouvoir se présenter? Tout ce qui est excessif est insignifiant. D'accord. Et Delphine Batho a fait une curieuse entrée en campagne. Ouais. C'est d'ailleurs une contradiction majeure. Vouloir diriger un parti dont on dit par ailleurs qu'il est mafieux et condamner par avance tous les petits camarades avec qui on est censé travailler ensuite, il y a quand même un paradoxe qui est étonnant de sa part. Alors, on vous présente comme le plus à gauche des 4 candidats. En quoi êtes-vous plus à gauche que les 3 autres? C'est pas que je suis plus à gauche, c'est que je suis toujours resté à gauche. C'est peut-être ça aussi. Ce qui n'est pas le cas des autres. Ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai jamais. Les 3 autres, on va rappeler les noms: Luc Carvounas, Stéphane Le Foll et Olivier Faure. Mais je pense que quand on dit ça, alors moi, j'ai l'impression d'être au centre de la gauche, pas à l'aile gauche. Mais ce qui est vrai, c'est que je ne dis pas le contraire de ce que je disais quand j'étais au pouvoir et quand je suis dans l'opposition. C'est-à-dire, c'est ma cohérence et ma constance qu'il faut mettre en avant à cette occasion-là. J'ai le sentiment de... Si vous voulez, moi, je suis pas rose vif quand on est dans l'opposition et bleu pâle quand on est au pouvoir. J'essaye d'être constant. Vos 3 concurrents sont les jumeaux du hollandisme? Oh, c'est une formule, je ne sais plus qui a eu cette formule. Luc Carvounas en parlant des 2 autres. Mais pas de vous, mais de Faure et de Le Foll. C'est difficile de dire que je suis le héros du hollandisme, parce que j'ai quand même été très critique. J'ai été très critique dans le quinquennat qui vient de s'écouler. Non, mais les 3 candidats en face de moi, ils sont issus de la même majorité, ils ont soutenu les mêmes textes pendant des années. Pendant François Hollande, donc. Pendant le quinquennat de François Hollande, et puis aussi le moment Valls, qui a été un moment douloureux pour nous. C'est à eux de s'expliquer sur leurs différences, ce qui les différencie vraiment. Moi, en tout cas, je pense que j'apporte un chemin qui est complètement différent. C'est vrai. Alors, c'est quoi votre chemin? D'abord, moi, je suis pour un parti socialiste qui soit clair. Oui, mais les autres le disent aussi. Oui, mais il y a les mots et il y a les actes. C'est d'ailleurs ce qu'on nous reproche trop souvent, c'est la distorsion entre les mots et les actes. Sur quoi vous mettez l'accent déjà, particulièrement? moi, clair par rapport à Emmanuel Macron. On en parlait au début de cette émission. Je pense qu'on doit être résolument dans l'opposition. Il n'y a pas besoin d'adjectifs, opposition constructive, responsable. Non, c'est l'opposition. Parce que clairement, les 6 premiers mois du gouvernement Macron vont dans un sens qui est contraire à ce qui fait notre singularité socialiste. Ça, c'est la première chose. Clair par rapport à notre bilan. Je pense qu'il ne faut pas mettre le débat sous le tapis. Il y a des choses qui ont été faites qui étaient bien, mais quand même, ça se révèle être un quinquennat très décevant. Il y a un inventaire à faire? Mais il y a un devoir d'inventaire, bien sûr, parce que à de nombreuses reprises, nous nous sommes détournés de l'idée qu'on se faisait des socialistes, et ce que les électeurs nous ont pas pardonné. Quand on a fait, à la fin du quinquennat, la déchéance de nationalité, la loi travail, qui s'est terminée par un piteux 49-3, et qui contribuait à précariser un peu plus le monde du travail, les gens ne nous ont pas reconnus. Et puis surtout, et ça j'en veux particulièrement à Manuel Valls et à ses amis, quand il est arrivé à Matignon et qu'il a théorisé les gauches irréconciliables, il nous a condamnés à la défaite, parce que le simple fait de dire il y a plusieurs gauches et elles peuvent plus se parler, ça a été une catastrophe pour nous. Donc de ce point de vue-là, il faut un inventaire très critique, très lucide. Et puis enfin, et ça c'est le corollaire, à partir du moment où on est dans l'opposition à Emmanuel Macron, il faut rassembler la gauche. Donc il faut parler à toute la gauche, sans ostraciser personne. C'est la seule façon. Petit mot avant. Oui. La redistribution reste le mot-clé de votre conception du socialisme? Oui, bien sûr. Je dirais même le partage. Le socialisme, c'est partage des richesses, partage des pouvoirs, partage des savoirs. Alors on dit toujours, oui, la redistribution, mais d'abord, il faut produire. Mais en réalité, on produit. Et la France produit. D'ailleurs, elle produit beaucoup. Mais le problème, c'est que les richesses sont très inéquitablement réparties. Regardez même les chiffres qui ont été sortis récemment, pas seulement par des ONG, mais aussi par des instituts d'économistes qui ne sont pas du tout des économistes hétérodoxes. Ce qu'ils disent, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la richesse produite est accaparée par un tout petit nombre de personnes. Et ça reste un problème. Alors, Manuel Bompard, que vous connaissez sans doute, qui est un des figures de la France Insoumise, qui est le coordinateur des campagnes, dit « Si Emmanuel Morel devait l'emporter au Parti Socialiste, cela changerait les paramètres de la situation politique. » Et il ajoute « Il y aurait peut-être des convergences à envisager. » Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je pense que les convergences avec tout le reste de la gauche
elles se construisent au quotidien, dans les luttes. Hier, j'étais devant le palais de justice de Paris avec les militants Pour quel sujet? Parce que Apple, la grosse multinationale Apple, a attaqué l'association Attac sous prétexte qu'elle avait dénoncé ses pratiques d'évasion fiscale. Et dans cette manifestation, il y avait des gens de la France Insoumise, il y avait des Verts, des radicaux de gauche, il en reste, des communistes, des socialistes. Moi, c'est cette gauche-là avec qui j'ai envie de travailler. Donc moi, je fais pas d'ostracisme. Mais qu'est-ce que vous lui répondrez à Morel? Ça veut dire que vous pourriez... À Morel, je réponds rien parce que je suis pas totalement schizophrène. À Montpart. Mais je dis, à partir du moment où on est d'accord sur l'essentiel, travaillons tous ensemble. Mais là, vous ne pouvez pas fusionner pour autant. Non, mais évidemment, de toute façon, il y a des différences de taille entre nous et la France Insoumise. Vous reconnaissez que vous êtes plus petit que... Je reconnais pas ça. En revanche, non, parce que c'est pas vrai. On a des en termes de parlementaires, non. En termes de parlementaires, on est la première force. Et puis surtout, on a un nombre considérable d'élus locaux encore partout sur le territoire. Donc le Parti socialiste reste une force politique. Vous êtes plus fort que la France Insoumise. Je ne dis pas ça. Je dis surtout que notre problème à nous socialistes, c'est qu'on n'est plus central, on n'est plus hégémonique. Et il faut non pas faire le deuil d'une situation antérieure, mais il faut avoir ça en tête pour avoir un peu plus d'humilité dans notre démarche politique demain. Moi, je suis pour travailler avec tous ceux qui veulent reconstruire une gauche digne de ce nom dans ce pays. D'accord. Pour les européennes, vous pourriez faire liste commune, par exemple, si vous êtes Premier secrétaire? Je pense quand même qu'il y a des différences de taille sur l'Europe avec la France insoumise. Vous êtes pro-européen? Mais évidemment, je suis pro-européen. Mais en revanche, je ne peux pas me reconnaître. La France insoumise est pro-européenne? Ça, je ne sais pas. C'est à eux de se déterminer. Ce que je sais, en revanche, c'est que l'Europe, telle qu'elle se construit aujourd'hui, ne nous satisfait pas. Moi, je suis parlementaire européen. Je le vois au quotidien. On nous avait dit que l'Europe serait un espace de solidarité et de coopération. Et en réalité, le dumping social, le dumping fiscal continue à être la règle, avec en plus une politique budgétaire. Et ça, c'est le fait de la droite allemande qui est très restrictive et qui nous empêche d'investir suffisamment pour relancer l'activité économique en Europe. Et puis enfin, c'est un point dont on ne parle pas assez en France, alors qu'il me paraît vraiment très important, le libre-échange généralisé. L'Europe est en train de signer des accords de libre-échange avec tous les pays du monde qui constituent de sérieuses menaces pour nos industries, nos agricultures dans les pays européens. Donc là, il y a quand même un certain nombre de choses à revoir. Et je plaide, moi, pour des protections des entreprises, des savoir-faire, des territoires au niveau européen, ce qui n'est pas fait. Au niveau européen ou au niveau national à l'intérieur de l'Europe? Au niveau européen, moi je pense que l'Europe doit se protéger davantage, notamment pour lutter contre la concurrence déloyale de certains pays. Je préconise par exemple... Mais par exemple, l'histoire des travailleurs détachés, c'est à l'intérieur de l'Europe. Ça, c'est encore autre chose. Oui, mais ça c'est du dumping social à l'intérieur de l'Europe, c'est ce à quoi je faisais allusion. C'est bien le problème. Aujourd'hui, vous avez d'un côté le dumping fiscal, c'est-à-dire que les États se font la guerre pour attirer les multinationales en baissant leur impôt sur les sociétés de façon drastique, ce qui fait que on est dans une situation de concurrence fiscale. Et puis vous avez le dumping social, c'est-à-dire la directive travailleurs détachés qui est totalement détournée de son objet premier et qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, en France, c'est presque 500 000 travailleurs détachés cette année, une explosion de 46% en 2017. Mais comment on fait pour sortir de ça? Parce que c'est compliqué. D'abord, il faut réviser la directive. Alors, ce qui est d'ailleurs, c'est en train d'être discuté au Parlement. Pour que tout le monde ait les mêmes charges. Mais évidemment, parce que le problème, c'est quoi? Oui, mais quand vous êtes dans un pays comme la Bulgarie ou la Pologne, vous n'avez pas les mêmes charges. Oui, d'accord, mais si vous venez travailler en France, à très court terme, il faut que vous soyez pareil pour le même poste et vous ayez les mêmes cotisations. Sinon, c'est de la concurrence déloyale pour les travailleurs français. Et ça pose quand même un sérieux souci. Alors, personne ne vous le souhaite, mais si, d'aventure, vous n'étiez pas l'élu, qu'est-ce que vous faites, vous? Vous acceptez de rentrer dans le rang derrière celui qui sera rentré élu. Dans le rang. Le PS n'est pas une caserne. Mais vous restez au Parti socialiste. Mais bien sûr, moi je suis attaché au Parti socialiste, à ses militants. Mais ce qu'il faut, c'est que qu'on redevienne une force combative. Or aujourd'hui, parce qu'on n'est pas suffisamment clair, parce qu'il y a trop d'ambiguïté, parce qu'il y a eu pendant très longtemps des synthèses artificielles entre différentes sensibilités, le Parti socialiste doit retrouver de la voix. Et moi, ce que je propose, c'est ça, c'est de la clarté, c'est de la détermination et c'est de l'ambition. Vous êtes député européen. Pour les européennes, vous pourriez être tête de liste? Je sais pas, pour l'instant, je me pose pas cette question-là. Moi, je suis... Mais vous repartirez au combat pour l'Europe? C'est vraisemblable, oui, parce que c'est un mandat passionnant. Et en plus, j'ai fait bouger les lignes sur plusieurs sujets, notamment l'évasion fiscale et puis les questions spécifiques du libre-échange dont je vous parlais, puisque j'ai contribué il y a quelques semaines à durcir la définition du dumping social et environnemental, qui permet de protéger un certain nombre de secteurs de la concurrence chinoise. Je pense par le verre, la céramique, le papier, l'acier, qui sont des produits aujourd'hui menacés qu'il faut défendre. Donc c'est un mandat qui me tient à cœur et sur lequel j'ai fait avancer un certain nombre de choses.
même s'il reste beaucoup à faire. Nous sommes avec Emmanuel Morel, candidat à la direction du Parti Socialiste, et nous continuons avec lui, avec vos questions, chers internautes, qui vont être posées par Laure Coulon, Sport-Physi. Et Julie, je ne sais pas pourquoi je dis Laure. Bonjour Julie et pardonnez-moi. Bonjour Yves, bonjour Emmanuel Morel. Alors, est-ce qu'ils disent du mal? Alors, on a des deux, hein, évidemment. Toujours, rassurez-vous à chaque fois. Alors, on a Gilles qui commence par une question. Donc, Benoît Hamon avait intégré le revenu universel à son programme de campagne présidentielle et il demande si vous êtes d'accord et si c'est une idée que vous pouvez potentiellement reprendre. Il y a des collectivités locales socialistes aujourd'hui qui sont en train de l'expérimenter. Donc moi, par exemple je crois que c'est le Conseil général de Haute-Garonne, par exemple. Les Landes y réfléchissent. J'attends de voir. C'est une idée intéressante et en même temps, je sais, pour avoir fait la campagne de Benoît sur le terrain, que les gens n'ont pas forcément compris ce qu'il voulait dire et avaient le sentiment que nous remettions en cause le rapport au travail, qui est quand même quelque chose de central pour un bon nombre de Français. Donc c'est une idée intéressante qu'il faut expérimenter, mais je ne crois pas que ce soit l'alpha et l'oméga en matière de politique de redistribution et de politique de lutte contre le chômage aujourd'hui. Autre question ? Alors Sylvie qui vous demande tout simplement que proposez-vous en matière d'écologie ? D'écologie, moi je propose qu'on produise et qu'on consomme complètement autrement. C'est-à-dire que nous, et là je parle pour les socialistes, que nous soyons capables de faire la fusion entre le combat social et le combat écologique pour proposer quelque chose qui s'appellerait l'écosocialisme et qui fasse que toutes nos politiques soient repensées à l'aune de cette urgence, qui est l'urgence écologique, qui fait qu'aujourd'hui on est confronté à quand même l'extinction progressive de nombreuses espèces et à terme une menace même sur la planète. Vous êtes d'accord avec la politique écologique menée actuellement par le gouvernement ? Ça dépend sur quel point. Là, je vois que, par exemple, sur le nucléaire, Emmanuel Macron est en train de revenir totalement sur ce qu'il avait dit pendant la campagne, l'idée d'ouvrir de nouveaux réacteurs alors qu'il avait dit le contraire il y a encore quelques mois. Et je pense que même si je sais l'attachement de certains Français au nucléaire, je pense qu'il est bon quand même d'envisager de dénucléariser progressivement le pays et de trouver des réponses alternatives qui existent. Évidemment que ça ne se fera pas en un jour, donc ça j'en suis bien lucide, mais il faut quand même avoir cet objectif, d'autres pays l'ont fait et sont en train de le faire. Donc il y aura un premier vote le 15 mars pour déterminer qui sera à la tête du parti, oui. Et la participation s'annonce plutôt basse. Et est-ce qu'il y a un moyen de mobiliser les adhérents pour qu'ils viennent voter ? Mais vous savez, le Parti socialiste, c'est un parti traumatisé. On a subi une déroute au printemps dernier. Les élections législatives partielles n'étaient pas bonnes. Donc, il y a beaucoup de militants qui sont circonspects et qui sont un peu dans l'attente. C'est à nous, les candidats. Vous attendez combien de votants ? Je ne sais pas. Je pense qu'on sera autour de 30, 40 000 votants, ce qui est faible pour le Parti socialiste. Mais encore une fois, c'est à nous, candidats, d'avoir un débat qui soit enthousiasmant, mais aussi à la hauteur de l'enjeu. C'est-à-dire qu'on évite les querelles ou les petites boules puantes qu'on a vues ces derniers temps qui sont indignes d'un parti comme le Parti socialiste. Vous n'avez aucun doute sur la transparence du scrutin ? Vous savez ce que disait Lénine, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc il faut être vigilant toujours. D'accord. Et vous êtes eurodéputé, donc que pensez-vous du retour à une liste nationale unique pour les élections de 2019 ? Mais il y avait un débat, il y avait une sorte de contradiction parce qu'on était élus sur des listes régionales, donc c'est vrai que c'était censé nous rapprocher des citoyens. Ouais, tout à fait. J'y allais très souvent, mais j'y allais très souvent et en même temps, quand j'étais pas à Bruxelles, on me reprochait de pas être suffisamment à Bruxelles et à Strasbourg. Donc il y a une contradiction. La vérité quand même, c'est que le mandat européen, il se fait beaucoup au Parlement européen, dans les commissions. Alors ça se voit pas forcément, mais c'est là où quand même on change le rapport de force. Donc vous n'êtes pas contre les listes nationales ? Non, je suis pas contre. Je pense que ça a aussi peut-être un avantage de politiser le scrutin, puisque les têtes de liste sont nationales connues. Voilà. C'est ça. Les listes transnationales qui ont été écartées finalement ? Moi, j'étais favorable à ce qu'on réfléchisse à des listes transnationales. Alors que le Parlement européen a voté contre. Oui, il y a la majorité a voté contre, mais vous avez voté pour. Oui, je trouvais que c'était une idée intéressante parce que on dit toujours qu'il faut politiser le débat européen ou même européaniser le débat, et ça y contribuait. D'accord. Voilà. Dernière question. Alors c'est un constat un peu sombre que fait Yann. Il dit la politique est morte et finie. Êtes-vous prêt à lâcher prise ? Donc déjà, est-ce que c'est la politique est morte et finie ? Êtes-vous prêt à lâcher prise ? Alors, est-ce que la politique est morte déjà ? Non, mais évidemment que non. Moi, je pense que d'abord tout est politique.
pas seulement le congrès du PS, tout ce dont on parle. Et ensuite, vous savez, l'engagement, contrairement à ce qu'on croit, il y a un regain d'engagement dans la jeunesse et même partout. Moi, je parcours la France, je suis sidéré par le nombre de gens qui sont militants, pas forcément des militants politiques, mais qui s'engagent pour des justes causes, pour des combats nouveaux. Et ça, c'est très rassérénant de voir ça au quotidien. Le clivage gauche-droite existe toujours? Oh bah oui, moi j'en suis persuadé. Alors il y a d'autres clivages. Il va subsister, il va survivre. Je pense qu'il structure la vie politique française, Continue. quoi qu'on en dise. D'accord. Et c'est une erreur de considérer, comme le fait le président de la République, que ce clivage est derrière nous. D'ailleurs, vous verrez, lui s'en rendra compte plus vite qu'il ne le croit. Voilà, c'était les réponses de Emmanuel Morel à vos questions, chers internautes. Merci Emmanuel Morel. Merci. Vous êtes prêté à l'exercice. Merci Julie. Et pardon pour l'erreur de prénom du début de l'émission. Et à demain pour de nouvelles aventures.